Mais jamais, voilà, jamais de la vie, hein. Ça tu peux. Bon. Et donc, je suis partie avec mon chauffeur et on est arrivé devant la haute cour de justice. J'ai mis une photo sur Facebook de ça. Et il y avait tous les salafistes, etc., qui étaient sur le trottoir avec des tentes blanches, habillés tous en blanc, assis par terre, qui étaient autour du palais de haute cour de justice, et puis d'autres, beaucoup plus excités, qui étaient sur les marches, pour empêcher les gens d'entrer ou de sortir. De toute façon, personne n'osait, hein. C'était la période où les gens étaient terrifiés, atterrés, quoi. Tu vois, bon. Et alors, j'ai dit, bah écoute, voilà le plan qu'on va faire. Moi, je suis la grande blonde complètement folle, tu vois. Tu vas me prendre en photo devant la cour de justice, comme si j'étais une touriste idiote, tu vois. Tu me prends en photo. Et le temps qu'ils regardent et qu'ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est quoi ça? Tu vois, parce que c'est hyper choquant pour eux. Bon. Et ben, on aura un laps de temps de 3, 4, 5 minutes. On prend les trucs, on passe, on revient en courant et on se barre. On l'a fait, on a réussi. Ils étaient tellement stupéfaits, hallucinés, parce que moi en plus j'en rajoutais, si tu veux, je prenais des pauses, tu vois, et après le temps qu'ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il fait, ils commençaient à venir vers moi, que j'avais déjà pris le truc, que j'étais avec et on a passé le truc, ils n'ont pas osé, c'était comme une apparition, si tu veux, ils se disent mais c'est quoi ça, tu vois, et je suis partie. Bah écoute, c'est extraordinaire comme anecdote. Non mais ça c'est une petite anecdote, Ouais. mais j'en ai plein. Quand je suis allée à Suez, il y avait un musée qui était soi-disant officiellement ouvert, le nouveau musée de Suez. Et j'arrive, on me dit non, vous ne pouvez pas entrer. Je dis pourquoi je ne peux pas entrer? C'est marqué dans le journal officiel ouverture. J'achète le billet, moi, il n'y a pas de problème. Non, vous ne pouvez pas entrer. Il y avait tout plein de frères, des jeunes, qui disaient non, vous ne pourrez pas entrer. Et je dis mais pourquoi? Parce qu'on a décidé que vous n'entrerez pas. Je dis je veux voir le directeur. Alors moi, quand je dis un truc, je lâche plus, hein. Je veux voir le directeur. J'ai insisté, j'ai hurlé, j'ai tout ce que tu veux. Et ils ont été obligés de m'amener au bureau du directeur. Et le pauvre directeur, figure-toi, qu'est-ce que j'apprends? Il était séquestré par les frères dans son bureau. Il était là, tremblant comme ça, derrière son bureau. Il me disait, madame, je peux rien faire pour vous, regardez la situation. Il n'osait même pas dire la situation. J'ai dit, mais enfin quoi, le musée il est ouvert là, regardez le journal. Il dit, non, non, mais vous voyez la situation, je suis bloquée, je peux rien faire, tu vois. Alors j'ai dit, bah attendez, j'appelle quelqu'un au Caire, tout de suite on va voir ça, si vous pouvez pas ouvrir. Bon, j'appelle des amis, tout ça. Et ils me disent, bah ouais, c'est l'invasion, quoi, tu vois. Alors j'ai dit, bon, c'est qui dirige ici? Moi, je veux savoir, parce que c'est pas monsieur, c'est qui dirige? Ah, c'est le cher machin. Bon. Je dis, bah, amenez-moi chez le cher machin. Je suis allée voir le cher machin. Et je lui dis, écoutez, c'est quoi cette histoire? Le cher machin, qui évidemment m'a pas serré la main, etc., etc. Puis qui m'a parlé de sa belle époque, où il travaillait pour les touristes, où il était allé en Allemagne, une époque qu'il regrettait beaucoup. Je dis, mais oui, mais aujourd'hui, tu es payé à ne rien faire? Elle me dit, non, je prie, je conseille les gens. Je donne à louer mes appartements. Je dis oui, avec l'argent du Qatar que tu reçois tous les mois. Il m'a dit bah oui, bien sûr. Tu vois, il te nie même pas la vérité, quoi. Tu vois? Ouais. Voilà. Non mais c'est assez extraordinaire. On va faire une petite pause parce que c'est la deuxième, voilà, la régie elle est prête. Et puis on revient juste après, donc petite pause, à tout de suite. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, c'est la saison 2, on est toujours avec Antoine Gigal, on est sur les rives du Nil, hein, un peu dans ce voyage égyptien. Alors tu voulais aussi revenir sur un point, puisque avant la pause on a évoqué la situation actuelle de l'Égypte et les événements très récents, puisque l'Égypte Ouais. a quand même été sous le feu des médias pendant ces Bah, dernières années. oui, de certains médias. Oui. Ouais, de certains médias, mais à cause de la situation politique, Ouais. hein, cette fois, pas pour parler d'histoire, on va dire. Et donc, tu voulais nous parler aussi quand même de l'armée égyptienne, parce que... Oui, pour faire comprendre aux gens ce que c'est. Voilà, Parce c'est que très j'ai important. vu des trucs, mais monstrueux, des assimilations qui n'ont pas à se faire, enfin des choses hallucinantes. D'abord, pour comprendre, il faut comprendre que l'Égypte a été en guerre encore très récemment. C'est-à-dire il y a eu la guerre de 48
par rapport à la Palestine. Il y a eu la guerre de 56, quand les Français, les Anglais, les Israéliens sont intervenus pour attaquer le canal de Suez. Il y a eu la guerre de 67, la fameuse guerre des 6 jours, où Nasser a fait un ultimatum. Il y a eu la guerre de 73. Où il y a eu Sadat. La guerre du Kippour. Ouais, la guerre du Kippour. Bref, c'est un pays qui, toutes les familles ont un fils, un père, un grand-père, un oncle, mort pendant ces guerres. Tout le monde a déploré quelqu'un mort dans la guerre. Il faut savoir que Suez, Port Saïd ont été rasés, que tout le monde a été bombardé pendant toutes ces années. Ça a été terrible, hein. C'était pas rien. Donc, c'est normal que l'armée prenne une énorme place dans la vie des Égyptiens, parce que pour eux, c'est une question de survie, si tu veux. Il y a eu tellement de guerres. Bon. Ensuite, l'armée est très populaire en Égypte. Alors, les gens ont du mal à comprendre. Parce que chez nous, armée égale despotisme, etc. Bon, attention, l'armée, c'est pas la police, hein, je parle de l'armée. Voilà. Et donc l'armée est adorée en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est le premier pourvoyeur d'emplois civils dans le pays. C'est-à-dire que l'armée, quand il y a eu Nasser, tout ça, ils ont nationalisé plein d'usines, plein de machins. Et c'est l'armée qui est devenue propriétaire de plein d'usines, de plein de fabriques, de tout ce que tu veux, de trucs civils, hein, et qui ont donné des emplois à la population civile. Je ne parle pas de soldats, là, je parle de civils. Donc, si tu veux, la majorité des emplois, c'est pas les fonctionnaires en Égypte, c'est les emplois qu'a donné l'armée pour les civils dans les usines et tout ça, et les entreprises qui fabriquent des choses. La nourriture, et tous ces secteurs-là, c'est l'armée qui fait fabriquer des choses dans les usines, tu vois, les transports, les machins, tout ça. Donc c'est le premier pourvoyeur d'emploi. Donc les gens n'ont pas envie de faire des problèmes au premier pourvoyeur d'emploi, tu vois, voilà. Deuxièmement, pour eux, c'est des héros nationaux, parce qu'ils ont protégé le pays, sauvé le pays X fois depuis tout ce temps-là. Donc tu vois, donc l'armée n'est pas l'ennemi en Égypte. Oui, on a vu toutes ces images du peuple qui embrassait les militaires, etc. Ouais. Pour eux, c'est vraiment le... En plus, c'est des gens... Dans l'armée, ils prennent les paysans, ou les gens... Les paysans sont des gens très nobles, mais je veux dire, les gens les plus pauvres, c'est leur salvation, l'armée, si tu veux, parce qu'ils vont trouver un emploi, de l'éducation, etc. Et on va les prendre comme une famille. Il y a un côté très famille, enfant, bon enfant, voilà ce que je voulais dire. C'est un peu, si tu veux, pour pas faire de comparaison mauvaise, mais le début des armées napoléoniennes, si tu veux, où c'était bon enfant au début, hein, parce qu'après, c'est un côté grande famille. Tu vois, donc il y a une espèce d'amour, de truc qui est très important, qui n'existe dans aucun autre pays, enfin à ma connaissance, jusqu'à... Bon, il y a des tas de pays que je ne connais pas, mais voilà. Donc il faut comprendre. Donc c'était important de le préciser. Voilà. Alors, on va prendre les questions du public, ou tu voulais rajouter peut-être une autre petite précision? Oui, je voulais juste parler aussi d'un autre truc qui se passe en Égypte aujourd'hui qui est fantastique, c'est qu'ils ont décidé... et là, c'est un truc énorme. Ils ont décidé de faire le tout solaire en Égypte. C'est-à-dire que, bon, c'est un très long chemin, mais ils ont déjà 2, 3, 4 villes qui sont au tout solaire, c'est-à-dire l'éclairage public par les panneaux solaires, etc. Et ils ont déjà installé beaucoup de parcs à éoliennes, mais ils font maintenant tout solaire. Ils ont décidé une politique du tout solaire en Égypte. Donc c'est génial. Vous avez une petite révolution, quoi, encore. C'est-à-dire qu'il y a une révolution énergétique, écologique, alors qu'il y a beaucoup de problèmes, hein, parce que comme je te dis, il y a eu tellement de problèmes à l'époque de Moubarak, de poubelles partout, de tout ce que tu veux. Mais ils sont en train de faire des pas de géants. Voilà. Alors, on va prendre les questions. Alors, il y a pas mal de questions finalement auxquelles tu as répondu dans le fil de l'exposé, je m'en rends compte. Alors, une question par exemple, on me dit, l'invité sait-elle pourquoi le nombre pi et le nombre d'or sont-ils si récurrents dans l'architecture égyptienne antique?
De façon plus générale, sait-on d'où les Égyptiens sortaient de telles connaissances scientifiques, astronomie, géométrie, médecine, etc. Bah, si tu veux, c'est pareil, je veux dire, dans toute l'architecture du monde ancien. On retrouve ces mesures-là. Et oui. Et pourquoi? Mais parce que c'est le chiffre qui se rapporte à la perfection de la nature, puisque tu retrouves le nombre pi dans les coquillages, dans les, tu vois, dans toutes les choses naturelles d'une perfection parfaite, tu trouves le nombre pi et d'or. Donc je te dis, l'ancienne Égypte, la véritable ancienne Égypte, je veux dire la très ancienne Égypte, c'est l'harmonie parfaite avec la nature. Ça... Donc maintenant, pourquoi les planètes tournent-elles à telle vitesse? Ça, je peux pas répondre. Hein. Non, certainement pas. Mais la perfection, elle est dans la nature. Alors, on me dit, alors il y a pas mal de questions. On me dit il y a plusieurs versions sur le nez cassé du sphinx de Gizeh. Quelle est votre idée? Oui, alors non, c'est pas Napoléon qui a cassé. C'est pas Napoléon pour... le pauvre Napoléon. Mais alors, c'est pas non plus les Anglais pour faire... Parce qu'elle non, c'est les Anglais qui ont dit que c'était Napoléon. Ah, c'est les Anglais qui ont dit que c'était Napoléon. Sûr. Parce que moi, j'ai retenu une version comme quoi les Anglais auraient fait ça pour cacher les origines négroïdes du sphinx. Oui, non. Ça non plus, tu vois. Non, c'est tiré par les... Ça fait rire dans la... non. C'est un Égyptien, figure-toi, qui a fait ça. Qui était un espèce de frère musulman avant l'heure et qui a voulu déformer les traits humains du sphinx, parce que tu sais que dans la religion stricte, c'est interdit de faire des représentations humaines. Des icônes sont interdites. Parce que quand tu fais une représentation humaine, une statue par exemple, eh bien les mauvais esprits peuvent se mettre dedans, donc on ne fait pas de représentation humaine, voilà, c'est tout. Et donc il a voulu faire ça. C'était à l'époque de Napoléon, mais c'était un Égyptien. D'accord. Voilà. Alors moi, les choses sont claires. Alors, on me dit, l'invité a-t-elle entendu parler de la théorie du moulage des blocs? On en a parlé, ça a été évoqué tout à l'heure. On me dit quelle était l'espérance de vie des habitants de l'Égypte antique. C'est vrai ça? Alors, ça dépend ce qu'on appelle antique. Hein. Bon, parce que si on parle époque Ramsès II, c'est-à-dire 18e dynastie, c'est-à-dire c'est assez récent encore, bien que les Grecs c'était plus tard, c'était la même que la nôtre, parce qu'on a retrouvé qu'ils avaient des cancers comme nous, qu'ils avaient du diabète comme nous, qu'ils avaient des crises cardiaques comme nous. Mais est-il vrai qu'on a retrouvé aussi des cadavres qui indiquaient qu'il y avait des opérations chirurgicales? Ah oui, non mais ça, la chirurgie, tu as des livres comme ça, mais il faut chercher en anglais, hein, les amis, si vous cherchez une recherche approfondie sur ces thèmes-là, il faut écrire Surgery Ancient Egypt, et vous allez trouver tout. Il y a des instruments, mais des quantités comme ça, d'instruments chirurgicaux très précis, ils faisaient de la trépanation, ils faisaient aussi des mains de remplacement, articulés. On a trouvé des greffes aussi. Oui, non, ils faisaient tout. Ils étaient des très grands médecins. Ils sont toujours, d'ailleurs, je dois préciser, des grands médecins. Puisque c'est un grand médecin qui m'a sauvé la vie une fois en Égypte. Et que le plus grand médecin américain n'a pas su me soigner, mais lui, il a su me soigner. Et d'ailleurs, tous les plus grands cardiologues aux États-Unis sont égyptiens. Ils ont un don pour la médecine de précision extraordinaire. D'accord. On apprend. C'est dans leur gène. C'est dans leur gène, faut croire. Ça vient peut-être avant le déluge. Alors, on me demande aussi, c'est vrai, que pense-t-elle du documentaire La Révélation des pyramides et ses débunkages? C'est Rémi Saldo. Des débunkages ou de documentaires? Les deux. Non, moi je pense que l'équipe qui a réalisé, je parle bien de l'équipe qui a réalisé, je ne parle pas de l'auteur, sont des gens tout à fait très bien et remarquables. Tant qu'on parle de l'Égypte, c'est très bien. Tu vois, moi je trouve qu'il faut écrire des choses, il faut faire des choses. Maintenant, dans les débunkages, j'ai vu sur le net qu'on a dit que ça a été copié beaucoup sur mes chroniques de Giza, que ça a été copié sur Beauval, je parle des textes, etc. C'est pas faux. Mais surtout, moi ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas donné le nom de tous les auteurs. Parce qu'en fait, le monsieur qui a fait ça, il n'a pas cité tous les auteurs du 18e, du 19e siècle qu'il a repris, quoi. Tu vois? Bon, voilà. Maintenant, ça a le mérite d'exister. C'est bien filmé. J'ai rien à dire par rapport à ça, tu vois? Voilà. Et c'est très bien que ça existe. Mais surtout, on ne répond pas aux questions.
C'est-à-dire, tu peux en poser parce qu'il vient vendredi prochain. Alors, si t'as une question particulière, j'aurais bien Non, saisi. pour sa théorie, ok, mais et alors? À quoi ça sert? Oui, voilà, d'accord. Tu vois? Ouais. Ah Voilà. bah, on n'hésitera pas à lui poser la Ce question. à quoi je sais, moi, répondre, Oui. mais je suis en train d'écrire le livre là-dessus. Voilà. Alors, on me dit, une question, ça que tout le monde se pose aussi, que pense-t-elle de l'Atlantide disparue mais que l'on qualifie toujours de mythe à l'heure actuelle? Alors déjà, des villes qui ont été recouvertes par l'eau et qui se trouvent sous les océans de toute la planète, il y en a des milliers. Non mais c'est vrai, les fonds marins, tout ça, tout a changé, l'aspect de la planète a changé énormément. Et bon, je te passe les trucs sur les dérives des continents, etc., etc. Mais déjà, il y en a partout. Mais dire que l'Atlantide se trouvait justement dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Atlantide au sud des côtes nord-américaines, c'est exagéré parce qu'il n'y a pas de preuve de ça. Je veux dire, oui, il y a des gens qui ont des théories, etc. Bon, maintenant, ce que Platon a appelé l'Atlantide, quand lui, il a écrit ça en parlant de son grand-père, etc., de ses ancêtres, tous ses ancêtres étaient en Égypte. Et tous ses ancêtres ont appris les connaissances et toute cette histoire de l'Égypte. Il faudrait peut-être qu'ils se posent des questions, les bonnes questions. Il y a un chercheur égyptien remarquable qui a retrouvé tous les noms des villes de l'Atlantide en Égypte. Et quel est l'endroit du monde où tu trouves des bâtiments hallucinants? D'accord. Donc, Gigantesques et hallucinants. Ouais. Et lesquels bâtiments sont sur un plateau qui à l'origine était des îles. Et ça, je l'ai prouvé. Tu vois? Bon, enfin, maintenant, on peut épiloguer, hein, parce que il faut savoir aussi que de l'Égypte au mont Atlas, hein, on parle au Maroc, l'Atlantide vient de là, enfin le mot Atlantique, pardon, vient de là, Atlas, le mont Atlas, vient d'un mot égyptien qui s'appelle Atel, qui veut dire canot de mer. Et d'Égypte à l'Atlas, tu as des souterrains qui vont. Ça m'a été confirmé aussi bien du côté marocain que du côté égyptien. Des souterrains de Oui. l'Égypte à l'Atlas. Oui. C'est-à-dire qu'ils traversent toute l'Afrique du Nord, oui. sur des milliers de kilomètres. Oui, pas tant que ça, mais Il y oui. a quoi? Il y a c'est 2-3 000 Oui. kilomètres quand même. Oui, mais oui. Tu as des souterrains qui vont du Caire à jusque sous le canal de Suez. Et ça m'a été confirmé par des gens dont la parole n'est peut-être mise en doute. Et j'ai vu les départs de ces souterrains qui sont assez grands puisqu'on peut mettre 2 camions côte à côte. Je les ai vus de mes yeux vus. Incroyable. Si tu veux, il y a des souterrains qui existent depuis très longtemps. Faut pas croire, les gens, il fallait qu'ils se protègent des intempéries, de tout ce qu'on veut. Faut pas oublier que l'Égypte n'a pas toujours été ce désert. Non mais pareil, c'est qu'on se demande comment ils ont pu construire ça, quoi. Toujours pareil. Bon, déjà, tu as des souterrains naturels. Tu vois, la Terre, elle a des trous, comme tout le monde. Attention, la Terre n'est pas creuse, hein, parce que ça, alors, c'est encore une autre histoire. Mais sur une certaine surface, tu as plein de souterrains. Plus ou moins naturels, parce que les hommes, quand ils ont vu qu'il y avait des grottes et des souterrains, bah, ils ont continué, tu vois. Voilà. Oui, d'accord. C'est quand même assez impressionnant, des souterrains qui traverseraient donc toute l'Afrique comme ça, de long en large. Bah, tu sais, on parle de souterrains qui vont des États-Unis à l'Afrique aussi. Alors, je veux dire, Ah ça, bon? je ne sais pas. Oui, bah, ça, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas vérifié. Je ne sais pas. Mais il y a plein de gens qui en parlent. Mais bon, là, je ne peux pas te dire. Mais qui passerait sous l'Atlantique, ça veut dire. Oui. Incroyable. Oui, là, c'est assez fou. D'accord. Alors... Mais la Méditerranée, on sait qu'elle n'était pas de ce niveau-là. On sait que l'Espagne et le Maroc se touchaient. On sait tout ça. Donc, si tu veux, ça n'a rien d'exceptionnel pour la Méditerranée. En tout cas. On me dit, est-ce que Madame Gigal peut expliquer l'invasion des Hyksos et le rôle des Phéniciens sur la civilisation égyptienne et la création du monothéisme suite à ces invasions et sa propagation dans toute la Méditerranée? Oui, bah, le monothéisme, je l'ai déjà dit tout à l'heure, pour moi, il a toujours existé en Égypte, parce que on a mal traduit au 19e siècle le mot Netcheru, qui veut dire pas Dieu, mais qui veut dire énergie de la nature. Mais bon, voilà, maintenant les Hyksos, c'est une invasion récente. Oui. Ils ont bouleversé justement toute
toute la spiritualité égyptienne, parce qu'ils ont fait des choses terribles. Ils venaient d'où ces Hyksos? Bah, les Hyksos, ils venaient... alors, il y a des tas de théories là-dessus, du côté de l'Asie mineure, de la Turquie, d'ailleurs. Ah, l'Asie centrale encore, l'Asie centrale, tout ce que tu veux. Décidément, Enfin, c'est que des envahisseurs par là. oui, j'étais très excitée par là, il devait y avoir quelque chose. Mais si tu veux, ils ont fait des catastrophes en Égypte parce que ils ont, par exemple, on sait qu'à Memphis, donc au pied de Saqqara, ils ont massacré les taureaux sacrés qui étaient les taureaux sacrés des grands prêtres. J'ai écrit là-dessus sur mon site, il y a des articles sur le Sérapéum de Saqqara, qui est un grand mystère, parce que tu sais, il y a des cuves en granit énormes dedans. Et c'était là où on enterrait les taureaux sacrés. Et justement, je retourne à ce que je disais au début, c'est-à-dire au quatrième fils de Ramsès II, Ramsès, le grand prêtre, qui reprenait toutes les archives anciennes pour les remettre au goût du jour, les restaurer, etc. C'est un très grand magicien. Et il habitait sur sa colline à 3 km à vol d'oiseau de Saqqara. Et il allait tous les jours dans le Sérapéum, qui sont des souterrains. Dedans, c'est là qu'on a retrouvé son masque mortuaire d'ailleurs, et où il y a les taureaux sacrés. Et les taureaux sacrés étaient choyés toute leur vie par les grands prêtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient censés, comme c'était des énormes masses de chair, on dit qu'il faut énormément d'énergie pour qu'une énergie divine puisse s'incarner sur Terre quelques moments. Il faut qu'elle puisse bénéficier d'une très grosse énergie. Ça ne peut se faire que dans des corps très importants, comme les éléphants, comme les gros taureaux, etc. Et donc ils avaient des taureaux sacrés comme ça, ils faisaient des cérémonies pour faire venir la divinité quand il y avait une catastrophe ou quoi, pour leur dire quoi faire, si tu veux. Et une fois par an, ils sortaient les taureaux dans le village, Memphis, à côté, pour que les gens simples puissent leur demander des choses. Et suivant que le taureau, il avançait sa patte ou il la reculait, etc., ça voulait dire oui ou non, tu vois, quand les gens du peuple posaient les questions. Donc c'était très aimé du peuple, très, très important pour eux. Et la première chose qu'ont fait les Hyksos, c'était de massacrer les taureaux qui étaient choyés, parce que tous les jours, ils étaient habillés avec du lin sacré, encensé, avec des bijoux, tout ce que tu veux, la musique et tout, la vie de Pacha. Et ils ont massacré les taureaux. Alors ça a été horrible. Terrible pour les gens. Ça a été une catastrophe, quoi. Et comme ils cherchaient de l'or, etc., les Hyksos, toujours pareil à eux-mêmes, bah, ils ont fini dans le désert, perdus. Ils sont morts tout seuls dans le désert, ils sont perdus dans le désert à la fin. Alors il y a une autre question aussi, celle-là qui est souvent évoquée, c'est le fameux esclavage des Juifs seuls, mais je veux dire par les pharaons égyptiens. Or, il semble que selon l'étendue de nos connaissances sur le sujet, il n'y avait pas d'esclavage en Égypte. Alors écoute, moi cette période-là, c'est pas du tout ma partie, comme j'expliquais tout à l'heure, parce que moi je m'intéresse vraiment aux origines, donc je peux pas dire parce que j'ai pas cherché, mais le peu que j'ai vu, c'est qu'effectivement il n'y avait pas d'esclaves. Et qui respectaient beaucoup les religions de chacun. C'est-à-dire que les juifs avaient leur quartier avec leurs prêtres, c'était très respecté, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Les chrétiens pareil, enfin quand il y a eu les chrétiens, etc. etc. Que chaque pays amenait sa croyance et qu'il n'y avait pas de problème, quoi. Donc je ne comprends pas qu'on puisse dire qu'à une certaine époque il y a eu ça. Maintenant je ne suis pas spécialiste de cette époque. Voilà. D'accord. Parce qu'on a époque hautement évidemment controversée de l'histoire égyptienne. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler un petit peu le Thoth et le Math? Ce sont les notions de la religion égyptienne, c'est ça? Donc le bien vers lequel on doit tendre, c'est ça? Alors d'abord, il n'y a pas de religion. Enfin, quand je dis religion, spiritualité, peut-être. Arrêtez de dire religion. Alors spiritualité, on va dire. On a tous des boutons là, quand tu on va dire, moi je préfère dire philosophique. Alors philosophique. Oui, parce que c'est une philosophie en fait. Pour moi, c'est vraiment une philosophie. Bon, alors là, c'est un sujet énorme. On pourrait passer des heures. Ouais. Parce que Thoth, il y a beaucoup de gens qui mélangent tout, parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu plusieurs Téouti, Thoth, Hermès, il y en a eu 50. Donc là, on parle duquel, tu vois. Bon, on recommence. Mais moi, pour te faire une petite image très intéressante, les pharaons
Tu sais, ils avaient une couronne oblongue, là, tu connais, enfin l'image, le pharaon royal, là, avec un truc, la couronne oblongue. Figure-toi qu'on n'a jamais trouvé, mais dans aucune tombe ni nulle part, une couronne royale de pharaon. Jamais. Hein. On a trouvé les petites couronnes comme ça, mais pas la grande qu'on voit partout, là, tu sais, comme Osiris. Jamais. Bon. Cette couronne était considérée comme hyper sacrée par les anciens Égyptiens et renfermant des pouvoirs énormes, magiques, enfin tout ce que tu veux, etc. Or, moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que cette couronne était faite, tu vois Osiris avec son truc comme ça, bon. Cette couronne avait été faite sur l'image des béroïdes. Alors, c'est quoi les béroïdes? C'est une espèce de... comment on appelle ça, de truc translucide dans la mer, là, comment on appelle ça en français, en anglais on dit jellyfish. D'accord, oui, gélatineux, des méduses, oui, c'est un type de méduse, j'ai oublié le nom scientifique. Mais translucide, si tu veux, pas la vraie méduse là qu'on a commune, mais on appelle ça, c'est une race, les béroïdes, c'est pas plus grand que ça, et ça a une tête oblongue comme ça, la tête elle est oblongue, comme le truc des pharaons. Bon. Et les béroïdes, quand tu fais des recherches, très importante. Tu t'aperçois d'abord en science que les béroïdes ont peut-être été les premiers habitants de la Terre, enfin en tout cas des océans, que à l'origine ils étaient totalement aveugles et que quand ils ont commencé à avoir un œil unique, tu vois ce que je veux dire, il s'appelait Ptah, l'œil. Et c'est de là d'où nous vient le mot ophtalmie, etc. Donc le premier œil c'était Ptah. Or Ptah est considéré comme la première énergie divine sur Terre. Hein. Bon, tu vois. Bon. Et il y a tout un... C'est pour ça que je dis l'étymologie des mots. Très importante chez les Égyptiens. Non mais pour comprendre l'ancien monde, c'est pour ça que connaître le grec ancien, le latin et encore le grec ancien pour l'Égyptien, c'est surtout le grec dorien qu'il faut connaître. Le grec dorien, il y a très peu de gens qui le comprennent et le parlent aujourd'hui. Enfin, le parlent, c'est même pas la peine d'en parler, c'est une langue morte, mais qui le lisent aujourd'hui. Parce que le grec dorien, c'était le grec des Spartiates, pardon. Sparte, les Grecs Sparte occupaient la Crète, Malte, enfin tout ça, plus les plus importants sanctuaires religieux grecs, Épidore, tous ces machins. Et le grec dorien comporte peut-être, allez, 45% de mots égyptiens. Donc il y a une connexion. Bon, et c'est pour ça que quand tu cherches l'étymologie des mots aujourd'hui, comme par exemple, pour le mot, j'avais écrit l'exact ici, parce que faut avoir une mémoire pour tous ces trucs-là. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Ouais. Bah, si je trouve, mais là, je ne trouve pas. Si tu veux, ça vient du mot, parmi les béroïdes, tu as les, si j'ai bonne mémoire, qu'on me pardonne si je me trompe, Cténophores, qui vient du mot knes, peigne, et pharaon. Hein, pharaon, ça donnait le phare. Non, le pharaon. Ah, pharaon. Ouais. C'est pour ça. Tu vois, tu cherches l'origine du mot grec. Knes, pharaon. Pharaon en anglais, c'est pharaon aussi. Hein. Bon, et ça veut dire le porteur. C'est-à-dire que le mot pharaon veut dire le porteur. D'accord? Comme l'animal qui s'appelle le knétophore, qui sont des béroïdes. Tu vois, parce que tu remontes par l'étymologie des mots, grâce au grec ancien, grâce au latin, etc. Tu arrives à l'ancien égyptien. Tu vois ce que je veux dire? C'est passionnant quand même, parce qu'il y avait des connexions entre l'ancien grec et l'ancien égyptien. Parce que, et alors ça aussi, tu peux nous confirmer que énormément de savants grecs sont allés se former en Égypte à l'époque. Voilà. Oui, non, parce qu'il y en a qui doutent de cet argument-là. Non, alors ça, j'ai fait une conférence, mais alors 3 heures sur ça. C'est-à-dire avec machin, là, comment il s'appelle, excuse-moi. Comment il s'appelle, l'ami dont je t'ai parlé tout à l'heure, le physicien, où j'ai expliqué. J'ai pris chaque grand grec scientifique de l'époque et j'ai expliqué combien d'années il a passé en Égypte, quel prêtre il a vu, qu'est-ce qu'il a appris, etc., etc. De Pythagore à tout le monde. Tu
tu vois. Donc voilà, c'est pas la légende, donc ça tu Ah non, confirmes c'est pas- bien. Non, parce que des fois quand on le dit aux gens, Oui, mais ils qu'ils n'y arrivent fassent pas à y des croire. recherches donc, sur Internet, ils vont trouver. Mais les recherches, je vous dis, dans les encyclopédies, c'est mieux parce que là, c'est sérieux. on me demande, c'est vrai, on me dit pourquoi ils ont remplacé le pyramidion qui était sur la pyramide. Tu as des infos là-dessus, non? Laquelle est bien? Parce que là, il n'y en a pas de Je crois que pyramide sur la grande je pyramide. crois que c'était sur celle une de Saqqara, il me semble, ou pas Non, dire de Saqqara bêtises. n'a pas de pyramide, puisque Alors c'est une c'était pyramide à terre. alors Non, je pense qu'ils parlent de Dachau, la pyramide rouge, je sais pas quoi. Non, ils n'ont rien compris. Enfin, je suis désolée.